Bienvenue. Aujourd'hui, nous rencontrons Vincent Fristo. Il est adjoint à la transition énergétique à la ville de Grenoble, aux côtés du maire Éric Piolle. Vincent Fristo, merci de nous accorder cet entretien. Alors, avant de parler des actions menées à Grenoble, pouvez-vous vous présenter et nous parler de vos compétences et vos champs d'action pour la ville de Grenoble ? Je suis chargé du patrimoine municipal. Donc, on a un parc de 500 bâtiments qui sont principalement des écoles, mais pas seulement. Ce sont aussi les équipements sportifs, les équipements culturels et puis administratifs aussi. Et puis, dans les quartiers, on a de nombreux équipements pour héberger notamment des services ou des associations. Voilà, donc si on fait le bilan de tout ça, ça fait 600 000 mètres carrés et 500 sites. Et donc, ça donne déjà un premier niveau d'action en tant que collectivité. On a aussi un parc de 500 véhicules. Et puis, à Grenoble, on a une particularité. Le gestionnaire de réseau d'énergie, ce n'est pas Enedis ni GRDF pour le gaz, mais c'est une société de la ville de Grenoble qui est donc présidée par un élu, et c'est moi en l'occurrence. Ça s'appelle Gaz Électricité de Grenoble. De cette société d'économie mixte, donc qui allie des collectivités et puis des privés. Il y a la Caisse des dépôts, il y a EDF et il y a Engie. Et donc, on a des activités de production d'énergie renouvelable en investissant dans des projets hydrauliques, dans le photovoltaïque, dans l'éolien, et on parle en mégawatts. L'an prochain, on a un schéma d'investissement qui prévoit de produire l'équivalent de ce que consomment les ménages grenoblois. Donc, ce n'est pas toute la consommation de Grenoble, puisqu'il y a aussi les industries et les commerces et les tertiaires. Donc, ce n'est pas une cerise sur le gâteau, c'est une quantité significative d'énergie qui est produite par l'opérateur. Je suis aussi conseiller à l'agglomération, Grenoble Métropole, et donc je suis aussi les politiques de la métropole en matière d'énergie et d'environnement, de déchets. Je suis administrateur du chauffage urbain, on a le deuxième réseau de chaleur de France. On a 100 000 logements hors de réseau de chaleur. C'est un élément très, très important, y compris en termes social, puisque j'ai vu que dans les questions que vous souhaitez aborder, il y a aussi l'aspect évidemment social de la transition. C'est un aspect extrêmement important pour qu'on ait une adhésion complète à toutes ces transformations qu'il faut conduire si on veut préserver le climat. Quel est le champ d'action d'une ville, en l'occurrence de Grenoble, en ce qui concerne l'environnement et l'énergie ? En fait, il y a de multiples champs d'action pour la collectivité, la ville ou la métropole. Et donc, les élus locaux que nous sommes avons la possibilité d'engager de multiples politiques publiques. On peut dire qu'on commence à partir de nos propres bâtiments. Les bâtiments de la commune, les écoles, les gymnases, les centres culturels, ça représente une quantité très importante. L'éclairage public aussi, d'ailleurs, c'est sur l'éclairage public qu'on fait les économies les plus importantes. On a un programme qui divise par 2 la consommation électrique de l'éclairage public en 8 ans, en revoyant complètement le schéma pour faire de la sobriété, c'est-à-dire éclairer où on en a besoin et pas sur les façades ou le ciel, ce qui arrive souvent, et puis de l'efficacité énergétique avec des LED, et puis programmer aussi ces systèmes en fonction du besoin. Et puis ensuite, on a bien sûr un rayon beaucoup plus large. On a une activité de prévention de la précarité énergétique en rendant visite aux ménages. On en fait 200 par an, en donnant des conseils pour le bon usage de l'énergie. Et ça réduit la facture énergétique de façon significative en augmentant le confort. Et puis en plus, on gagne puisque les personnes payent moins et il y a moins d'impayés. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très important en matière de transition énergétique. Et puis, on a aussi des politiques de moyen et long terme. Quand on parle d'urbanisme, quand on parle d'aménager des zones nouvelles, il faut intégrer des objectifs de qualité thermique, d'adaptation aussi au changement climatique, éviter les îlots de chaleur. Et puis après, on peut la décliner sur les parties mobilité, sur l'alimentation. Ce qu'on met dans les assiettes, c'est aussi significatif. Et là, les marges d'action existent aussi pour les collectivités. On a évidemment tous les scolaires et puis les personnes âgées du CCS pour lesquelles la ville prépare près d'1 million de repas. Donc, vous voyez la commande publique sur laquelle nous avons la capacité d'agir pour proposer peut-être moins de viande, mais de meilleure qualité, des produits plus locaux, plus biologiques. On a des démarches très importantes en matière de santé et en matière d'impact environnemental. On a vu que vous avez reçu le titre de capitale verte de l'Europe pour l'année 2022. Alors, comment l'avez-vous obtenu et qu'est-ce que ça implique ? Je pense que c'est le résultat d'un cheminement long. Grenoble a réintroduit le tramway dans la fin des années 80. On était dans les 4 villes françaises
avec Nantes, Strasbourg et Montpellier, à réintroduire le tramway qui avait été quasiment oublié dans les années 50 parce que le bus avait fait la peau du tram. Donc on voit qu'en matière de mobilité, il y a eu une mobilisation d'associations pour pouvoir nous déplacer le mieux possible en ville. C'est passé par les transports en commun et le tramway, c'est un effort significatif de la collectivité. Il y a eu aussi évidemment le vélo, la piétonisation. Et puis en matière environnementale, Grenoble a une longue histoire aussi de travail sur la question de l'énergie plus verte produite par l'hydraulique, sur la question de la rénovation des bâtiments. J'en ai pas parlé tout à l'heure, j'aurais pu, puisque la rénovation des bâtiments, c'est un axe très très important en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ça procure d'ailleurs de l'emploi, parce que ce sont des entreprises et ce sont des emplois non délocalisables qui interviennent sur la rénovation thermique des bâtiments. C'est utile l'hiver pour limiter la dépense de chauffage, mais aussi l'été, puisque on a des canicules. Et le fait d'avoir un bâtiment mieux isolé, c'est aussi un bâtiment qui sera moins sensible aux pics de chaleur. Alors la limite, la difficulté, c'est de réunir les moyens financiers et puis aussi une expertise. Aujourd'hui, on est à un rythme de 1000 logements par an en copropriété réhabilités sur l'agglomération de Grenoble. Et il faudrait le doubler pour atteindre les objectifs climat 2030-2050. Et ce sont des niveaux de réhabilitation intéressants. On est proche du niveau BBC rénovation, donc on a toute cette démarche de recherche de qualité de rénovation globale qui existe que trop peu ailleurs. Il y a une action donc pour les copropriétés, pour le logement social aussi. 800 logements par an sont réhabilités au niveau BBC à Grenoble. Voilà, vous me demandiez pourquoi Capitale Verte, pourquoi Grenoble a réussi à remporter ce prix, parce que depuis longtemps, nous menons ces actions de mobilité et surtout par rapport aux bâtiments. Avant d'être Capitale Verte européenne l'année d'avant, en 2019, on a été classé Citergy Gold par l'ADEME. Citergy, c'est un programme d'évaluation de l'action des collectivités en matière d'énergie, d'environnement. C'est l'ADEME au niveau français, mais c'est une action qui existe aussi au niveau européen et qui a l'intérêt d'avoir une analyse globale de toutes les actions que mène la collectivité en matière énergétique, en matière climatique, mais pas seulement. C'est aussi en matière d'information des habitants, puisque pour que tout ça puisse marcher, il faut qu'il y ait une adhésion du public, il faut qu'il y ait une demande, il faut qu'il y ait même des actions individuelles en plus des actions collectives. Les actions collectives, les politiques publiques sont les actions les plus importantes, les plus significatives en termes de résultats, c'est clair. Parce que quand on fait des choix d'infrastructure, évidemment, ça pèse très très lourd. Et donc, pour tout ce qui a été entrepris à Grenoble, depuis très longtemps, l'Europe a analysé la candidature de la ville de Grenoble et nous avons donc remporté ce prix de Capitale Verte Européenne 2022. Et donc, nous travaillons aujourd'hui aux manifestations qui vont se dérouler en 2022 à Grenoble. Et l'idée pour nous, c'est d'embarquer, entre guillemets, un maximum de partenaires. Parce que la ville, la métropole, les acteurs publics, c'est une chose. Ça peut s'étendre à l'université, le département, la région, donc toutes les administrations et les organismes publics. Mais il faut aller bien au-delà. Il faut penser, évidemment, à associer donc le secteur privé qui a son rôle, qui joue déjà un rôle. Et donc, tous ces acteurs-là, nous sommes allés les chercher et ils participent à des commissions, à des groupes de travail d'acteurs. Donc là, vous venez d'évoquer rapidement les transports à Grenoble. Est-ce que vous pouvez nous parler des différentes infrastructures relatives au transport que vous êtes en train de mettre en place? Donc les vélos, les bus, les trams et même bientôt du coup le nouveau téléphérique urbain. D'ailleurs, sur le téléphérique urbain, pourquoi recourir au téléphérique et quel a été son coût? Alors en fait, le secteur de la mobilité, il est débattu dans le cadre de ce qu'on appelle le plan de déplacement urbain. C'est très important de pouvoir faire des études de mobilité, de déplacement, et ensuite de pouvoir répondre aux besoins de mobilité des populations. L'objectif pour nous est de réussir à satisfaire les besoins de mobilité avec le moins d'impact possible, à la fois financier pour les ménages, parce que ça a un impact lourd, impact qualité de l'air pour l'air que nous respirons, et puis impact climat pour éviter un maximum d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, sur tous ces volets-là, il y a bien entendu pas une seule réponse, mais bien un ensemble de solutions qui vont des modes actifs, donc la marche à pied. Elle est trop peu utilisée. Quand on regarde les distances parcourues en voiture, c'est phénoménal le nombre de déplacements qui sont effectués à moins de 1 km. Marche à pied, vélo. Grenoble est une ville plate.
On est évidemment entouré de montagnes, mais l'agglomération pour la partie la plus urbaine est extrêmement plate. Il n'y a pas une côte à Grenoble. Et donc, voilà un terrain de jeu favorable au vélo. Et donc, c'est ce que nous avons décidé de faire, de renforcer la présence du vélo en ville. Et donc, ça a motivé la mise en place de pistes vélo qu'on appelle un réseau chrono-vélo qui fait aujourd'hui 40 km. C'est une largeur d'une voie qui est habituellement réservée aux voitures et qui est transformée en voie double sens, sécurisée par le fait que les véhicules ne peuvent pas empiéter sur les vélos. C'est des aménagements physiques de bordure. Et donc, on a une transformation du centre-ville. Il a fallu discuter avec les habitants, les commerçants qui étaient réticents en disant si on peut plus arriver en voiture devant mon commerce, je vais perdre. Et finalement, les vélos consomment peut-être plus que les voitures aujourd'hui. Donc, c'est pour vous montrer que c'est aussi un changement de vision et c'est surtout une qualité énorme pour les habitants, les riverains. Moins de bruit, moins de pollution. Et puis, des transports en commun. Alors, on a développé historiquement, je vous ai dit, le tramway. On a 5 lignes de tram. L'objectif est de compléter ce réseau de trams avec, en plus, pour franchir des obstacles particuliers, je veux parler d'une autoroute, d'une rivière. Eh bien, il a été décidé de développer un transport par câble. Et donc, le système, c'est de relier des différentes lignes de tramway grâce à un transport par câble pour pouvoir faciliter les correspondances entre lignes. Et puis, j'oublie, mais c'est très important, requalifier les TER pour profiter des gares existantes et faire circuler ce qu'on appelle un RER grenoblois avec une cadence, on espère, de 15 minutes en 2030. Ça, c'est aussi un engagement pour la collectivité et ça donne, je pense, des opportunités, y compris urbaines, en termes de projets autour de ces gares. Parce que si on a une gare, ça veut dire qu'on a une capacité d'implantation, d'entreprise, d'activité, de logement aussi. Et donc, ça devient un pôle à urbaniser ou à transformer, avec parfois des friches qui datent des années 50-60. Et donc, on a aussi un renouveau urbain autour de ces gares. Donc, toutes ces installations, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les gens y vont? Vous avez besoin de les accompagner? Comment ça se passe? Alors, je parle hors période de crise sanitaire, puisque on a 30% de moins là, sur la fréquentation des transports en commun. Ça nous a donné l'occasion de nous dire attention, il ne faut pas que les personnes qui ne veulent pas reprendre des transports en commun pour des questionnements sur la promiscuité soient repris par la voiture. Et donc, ça nous a donné l'occasion de développer un réseau temporaire de vélos qu'on appelait Tempo Vélo de 20 km qui a donc permis aux personnes d'éviter de se mettre dans les bouchons du matin ou du soir et donc d'avoir un espace facile pour pratiquer le vélo. Donc là aussi, ce sont des orientations politiques. Ça nécessite aussi de bien gérer la question des parcs permettant de parquer son vélo en sécurité pour éviter de se le faire voler. Et puis, à Grenoble, on a un dispositif de métro-vélo. C'est 9000 vélos qui sont propriété de la métropole et en location longue durée, avec des tarifs spéciaux pour les étudiants. Et donc, on a un très fort usage du vélo grâce à ces vélos jaunes typiques de la métropole qui sont loués à l'année pour les étudiants. Alors peut-être qu'on va changer un peu de thématique maintenant. Comment est-ce que vous gérez les enjeux énergétiques à l'échelle locale, aussi bien pour produire de la chaleur que l'électricité? Alors, il est important d'avoir une vision moyen terme sur où on veut en être sur le territoire en 2030 et en 2050. Donc, il y a évidemment les textes, les lois au niveau national, et il est intéressant et important de pouvoir les décliner au niveau local pour voir si on est sur la bonne trajectoire. Ça doit être regardé dans le cadre d'un plan climat territorial. Et on a été la première métropole en 2005 à faire un plan climat territorial. Ce plan, il évolue, il est révisé, il a des ambitions qui progressent, et donc ça nous donne une vision du territoire. Tout à l'heure, je parlais des bâtiments de la ville. Là, je raisonne à l'échelle territoriale, c'est-à-dire à la géographie des 49 communes de la métropole. Tous usages confondus, l'industrie incluse,
Il faut d'ailleurs additionner, quand on parle climat, les émissions importées pour définir ce qu'on appelle l'empreinte carbone du territoire. Une fois qu'on a dit ça, on met en place des politiques publiques qui permettent d'isoler les bâtiments à grande échelle, donc privés et publics. Et puis, il faut que la collectivité, c'est ce que nous avons fait, organise un service public de l'efficacité énergétique qui permet de répondre aux questions des particuliers, propriétaires, pour entreprendre des travaux afin que ces travaux soient efficaces en termes d'euros investis. Et puis aussi d'impact climat, bien sûr. Donc, bâtiments, consommation énergétique, mobilité, donc j'en ai parlé avec tout ce qui est favoriser les mobilités douces. Et nous avons aussi la capacité donc de distribuer l'énergie à travers, vous en avez parlé, le réseau de chaleur. Donc ça, c'est une initiative de la collectivité que de favoriser le réseau de chaleur qui va consommer de la chaleur fatale. Et donc, c'est finalement de l'énergie thermique qui est récupérée de la combustion et donc qui, si elle n'était pas récupérée, serait perdue. Voilà, donc ça, c'est à peu près 40% de l'énergie. Il reste donc 60% de l'énergie à produire. Historiquement, c'était du charbon. Pourquoi ? Parce qu'au sud de Grenoble, à 40 km, on a d'anciennes mines qui sont fermées depuis 20 ans et qui ont permis d'avoir des chaufferies à base de charbon. Progressivement, nous avons mixé du bois avec du charbon. Et aujourd'hui, la part charbon, elle représente une dizaine de pourcents et encore quelques pourcents de fioul. C'est au moment où il y a une pointe de consommation et donc ces combustibles fossiles contribuent donc à répondre à la demande de chaleur lors des pics de froid. Sinon, c'est le bois qui est majoritairement sollicité. On vient d'ouvrir il y a quelques mois l'unité qui s'appelle Biomax, qui tourne en cogénération avec 80 000 tonnes de bois par an et qui génère à la fois d'électricité et qui récupère l'énergie thermique qui est issue de la conversion électrique pour la récupérer en bonne partie sur le réseau de chaleur. Donc, on a une grosse efficacité énergétique liée à la cogénération. Voilà. Donc, une cogénération que l'on fait déjà à l'usine d'incinération et sur 2 autres sites qui consomment du bois. Donc, le bois, c'est de la biomasse. Et l'intérêt, c'est que finalement, on a un cycle du carbone très court. On n'est pas sur du carbone fossile. Et donc, on réduit l'impact carbone, l'impact gaz à effet de serre de notre réseau de chaleur qui fonctionne aujourd'hui à 85% à base d'énergie de récupération ou renouvelable. Donc, c'est un réseau de chaleur extrêmement vertueux et la décision des élus a été de le classer. Le classer, ça veut dire que quand le site qui a besoin d'énergie est à moins de 150 mètres du réseau de chaleur, il y a une obligation de raccordement, c'est-à-dire qu'on favorise la connexion à ce réseau plutôt qu'à d'autres réseaux comme le gaz, par exemple. Alors, je vous dis que la politique aujourd'hui, c'est de privilégier le réseau de chaleur. Et pour le gaz, on en a une méthanisation qui produit du biogaz à partir de boues de stations d'épuration qui va alimenter la mobilité plus propre grâce au gaz naturel des véhicules, qui est une bonne alternative, notamment pour tout ce qui est mobilité lourde. On fait fonctionner des autobus, des camions qui collectent les déchets. Et là, c'est quand même vertueux. C'est l'énergie qu'on produit à travers les eaux usées qui va alimenter le réservoir en gaz des camions de collecte des déchets ou des bus qui ensuite permet donc à partir des déchets de refaire du gaz. Donc on a vraiment une économie un peu circulaire, vertueuse. Ce sont pour moi des filières d'avenir et qui aujourd'hui ne sont pas possibles avec des mobilités électriques. Et je pense que sur le principe, mettre tous ses œufs dans le même panier n'est jamais bon au niveau énergétique. Et donc, un principe, on va dire, de prudence voudrait que, quand on renouvelle un parc, on mette différentes solutions en œuvre. L'électrique, d'une part, bien sûr, pour la mobilité la plus, on va dire, légère, mais pas seulement. Et donc, comme nous avons des opérateurs énergétiques locaux, la société Gaz Électricité de Grenoble investit dans des stations de distribution du gaz naturel véhicule. Parce que c'est pareil, s'il n'y a pas de station de distribution, il n'y aura pas de véhicule gaz. Et je cite quand même pour finir un point, la zone à faible émission que nous avons mise en place il y a maintenant 3 ans au niveau de la métropole, ça a été un catalyseur. Le zone à faible émission, aujourd'hui, elle est valable pour un certain périmètre, donc une vingtaine de communes aujourd'hui, mais ça a commencé plus petit. Et aujourd'hui, ça concerne les véhicules professionnels, véhicules utilitaires légers et puis les camions. Donc, si vous voulez, chaque année ou chaque 2 ans, on enlève une vignette et ça donne une visibilité aux gestionnaires de parc de ces véhicules
pour rythmer l'investissement. Puis on va au-delà, on dit politiquement que le diesel, par exemple, à Grenoble, c'est fini entre 2026 et 2028. On dit que l'essence 2030, il va falloir en sortir pour les raisons de qualité de l'air, des oxydes d'azote. Alors, il faut que le rythme soit le bon, c'est-à-dire socialement acceptable, à la fois pour l'activité et pour les ménages. Et donc, dans ce cadre-là, le gaz dont je parlais, lui, il a des cartes à jouer avec le biogaz pour la mobilité. Donc ça, c'est intéressant, d'autant plus qu'aujourd'hui, on fait du méthane avec les filières dont j'ai parlé, mais on a d'autres filières. Quand on a de l'excédent d'énergie renouvelable électrique, on fait de l'hydrogène et ensuite, cet hydrogène, on peut en faire du méthane avec la réaction de méthanation, réaction de Sabatier. Eh bien, on utilise même le réseau gaz comme batterie. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que on suit de près tout ça. On est dans des projets européens qui permettent de défricher ces questions avec des partenaires européens. Et le dispositif dont je vous ai parlé, de réseau de chaleur, réseau de gaz, réseau électrique avec alimentation locale, c'est des éléments qui aujourd'hui, pour des élus locaux, permettent de mettre en œuvre la transition énergétique sur un territoire. Pourquoi avez-vous favorisé pour la ville de Grenoble une zone à faible émission plutôt qu'un péage urbain ? Juste la zone à faible émission, c'est vraiment très important pour nous en alternative au péage urbain. Il faut traiter la question de la qualité de l'air, c'est plus possible. On a 150 décès anticipés par an sur Grenoble. Donc les choses, elles sont assez claires quand on regarde ce qui s'est passé. Donc soit on fait du péage urbain à Londres, mais bon, socialement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va faire le tri sur les revenus. Et ça, c'est pas acceptable d'un point de vue politique. Donc il faut une alternative. Et l'alternative, c'est la zone à faible émission qui aujourd'hui concerne les véhicules professionnels, camions, véhicules utilitaires et qui demain va s'élargir donc à d'autres publics progressivement. C'est ce qui a permis de déclencher les investissements dans les stations de gaz. On en a 5 là, des stations de gaz pour autocars, camions. Donc une fois que vous avez ce réseau-là, ça change complètement. Les flottes de véhicules, ça devient évident qu'on ne va pas faire que de l'électrique. Donc tout ça, c'est possible de le faire aujourd'hui. Il suffit de le vouloir, de savoir le mettre en œuvre progressivement. Nous tenons à remercier infiniment Vincent Fristo pour avoir accepté notre invitation et nous avoir présenté les actions d'envergure menées par Éric Piolle et son équipe pour transformer Grenoble. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Merci de votre écoute et à bientôt.